19h45, édition de ce jeudi 3 septembre 2020. Voici tout de suite les titres. Mouvement d'humeur dans l'axe Yaoundé Bafoussam, tronçon Banjoun. Les déguerpis et les ayants droit, notamment ceux concernés par le tronçon Banjoun, ont observé ce matin un mouvement d'humeur. Dans la perspective des élections régionales qui sont désormais annoncées avec le décret du chef de l'État faisant le nombre des conseillers régionaux par département, les acteurs du processus électoral s'expriment au 19h45. Et puis à l'étranger, Éthiopie, barrage de la Renaissance, suspension d'une aide à la sécurité. Voilà pour les titres. De votre fidélité au 19h45, merci. Je vous l'annonçais en titre mouvement d'humeur parce que Bafoussam, Yaoundé, les déguerpis réclament donc le paiement de leur indemnité. C'était donc ce jour où un mouvement d'humeur a été observé de ce côté-là. Il s'agit plus précisément de l'Ouest Cameroun, des indemnités donc contractées en 1982, 38 ans après. Que se passe-t-il exactement dans l'axe Yaoundé-Bafoussam? Réponse avec vous, Frédéric Moutomé. Dès les premières heures de la journée, la représentante de ces déguerpis et les ayants droit de l'axe Yaoundé-Bafoussam, tronçon Banjoun, dans le département du Konki, ont pacifiquement marché en direction de la préfecture à Banjoun pour marquer leur mécontentement du fait que depuis 38 ans, qu'ils ont été victimes des pertes de leurs droits fonciers et ou destruction de leurs biens pour la construction de la nationale numéro 4 et n'ont jamais été indemnisés malgré toutes les démarches entreprises. C'est depuis 82 qu'on nous a déguerpis. Avant de nous déguerpir, j'avais perdu un enfant. Il n'avait même pas fait 1 an au sol. On est venu retirer, balancer. Je n'ai même pas récupéré le corps. Franchement, il est hors de question. Nous sommes les Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Ailleurs, quand on déguerpit les gens, ça ne fait pas 1 mois avant qu'on paye. 38 ans, c'est un peu de trop. Voici la décision présidentielle, ministérielle, qu'on a signée depuis 2019 pour qu'on nous paye. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais payé. Depuis qu'on a détruit notre village, on a porté notre père et posé dehors avant de détruire. Et notre père est mort. On ne nous a rien donné. Et encore le successeur, il a marché sur ça jusqu'à fatiguer. Le successeur est encore mort. On dit qu'on doit nous payer. On ne nous donne absolument rien. Et toutes ces femmes sont mortes. Toujours dormir par-ci, par-là. Demander les maisons pour dormir là-bas. Elles sont mortes sans construire la maison. Il faut nous payer maintenant. Pourtant, par décret numéro 2019-006 du 2 janvier 2019, le Premier ministre chef du gouvernement de l'époque, Philemon Yang, avait ordonné le paiement par le ministre des Travaux publics de ces indemnités qui s'élèvent à 1,633 277 400 francs CFA repartis à 530 familles. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi, jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais reçu le moindre copain. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Nous ne sommes toujours pas payés et nous ne savons pas le pourquoi. Cet argent, nos parents ont attendu 38 ans. La majorité sont décédés. Et nous, aujourd'hui, les enfants, nous ne sommes pas prêts. Nous ne pensons pas que nous allons mourir pour qu'on puisse venir payer l'argent là, soit à nos petits-fils ou à nos arrière-petits-fils. Il faut que cet argent soit payé. Et nous sommes à notre première phase. Nous venons par la voie pacifique. Une réunion de crise s'est immédiatement tenue dans la salle de conférence de la préfecture du Konki, réunion au cours de laquelle le deuxième adjoint préfectoral de cette unité administrative a recueilli la principale doléance des manifestants et leur a précisé, document à l'appui, qu'au niveau du département du Konki, toutes les dispositions sont prises pour le paiement. On n'attend plus que le déblocage des fonds. L'autorité administrative exhorte ses interlocuteurs à prendre le mal en patience. Bon, vous savez, l'argent de l'État, on va dire que c'est annuel, le budget annuel, il faut attendre. Mais on s'est dit que cette année 2020, peut-être que l'État avait prévu quelque chose pour ça. Je vous rappelle que le montant, ce n'est pas un petit montant, c'est 1,6 milliard.
Si c'était peut-être 100 millions, 200 millions, peut-être ça aurait suivi directement. Mais le montant est consistant. Et même quand le paiement va se faire, ça ne sera pas, on ne va pas prendre un sac de 1 milliard ici, ça sera l'argent par chèque. Donc vous allez vous préparer le moment venu, puisque pour le moment, à notre niveau, tout a été fait. La commission a été mise en place. Tout ce qu'on attend, j'ai dit aux membres, à votre bureau, attendons seulement. C'est l'État. On ne peut pas faire autrement. Patienter seulement. Pour ces déguerpis et ayants droit, c'est une autre promesse de trop et ça fait 38 ans que ça dure. Si on ne satisfait pas à nos exigences, nous serons obligés de fonctionner comme ça se passe, nous on voit dans les autres régions, c'est-à-dire barricader cette route. Parce que cet axe lourd passe dans nos maisons, dans nos concessions. On sera obligé de bloquer les routes là-bas pour qu'on soit payé. Parce qu'on a vu ailleurs, quand ils bloquent les routes, on paye l'argent. Nous prions le gouvernement qui nous paye. Nous sommes de ceux qui aiment la paix dans ce pays. Nous voulons qu'on nous paye. Vivement qu'une solution soit trouvée à cette situation afin que ces déguerpis et ayants droit, dont plusieurs ont déjà quitté cette terre, puissent enfin rentrer dans leurs droits. On va payer, on ne nous paye pas. Payez-nous chaque jour, on va payer. On ne nous paye pas. Et toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, les conducteurs de moto-taxi de la ville de Bouda, dans le département de Bambuto, se sont en colère. Ils s'insurgent contre le haut commandement de l'armée camerounaise qui vient d'affecter le commandant de brigade terre en Goumou, c'est au centre Cameroun. Et pour exprimer leur mécontentement, les conducteurs de moto-taxi ont paralysé la circulation durant les heures. C'était hier. Les récits des faits avec Jean-Jémé Yedna et Rostand Difo. La circulation routière a été perturbée pendant des heures ce mercredi 2 septembre 2020 dans la ville de Bouda. Et pour cause, remonter contre l'affectation du commandant de la brigade terre de Bouda. Ces conducteurs de mototaxi en colère ont bloqué la circulation automobile pour exprimer leur mécontentement. Il faut qu'il reste, il ne bouge pas, il ne bouge pas, il va rester. Il a mis son nom. Affecté à Bouda, dans une ville en proie à une insécurité galopante, l'adjudant-chef-major, Lachele Sébastien, avait presque perdu le sommeil. Question d'assurer la sécurité de ses populations. Je dis que depuis que le double est arrivé ici, je dois toujours avec la porte sans fermer. Oui. Tu vas me donner l'argent pour acheter le cadenas aujourd'hui. Non, il ne peut pas. Ah oui. Je dis il ne peut pas, même si je jure. Il maîtrise le terrain. Tous les Amazoniens qui quittent le nord-ouest, ils viennent ici. Ils maîtrisent, ils les localisent. Ils les localisent, ils les attrapent. Après avoir réduit à sa plus simple expression le phénomène de grand banditisme dans la ville de Bouda, le haut commandement de l'armée camerounaise vient d'affecter le commandant de la brigade terre de Bouda du côté de Ngoumou, dans la région du centre. Une affectation qui n'est pas du goût des mototaximens de Bouda. Si M. Sébastien parle, nous sommes morts. Les bandits vont reprendre c'est la revanche. On ne doit pas vivre, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il parte. Le commandant doit rester. On a fait un mauvais choix de le faire partir. Il reste à Bouda. Donc nous sommes en sécurité. On ne voit pas pourquoi le gouvernement doit faire partir le commandant. Il doit rester. Il a fallu l'intervention musclée des forces de maintien de l'ordre pour libérer les manifestants de la chaussée et rétablir la circulation. Et les populations de Baré Soumtou, village situé dans Konsamba 3e, ont du mal à étancher leur soif. Les robinets sont secs et cela fait exactement 3 ans. Une situation qui semble ne pas inquiéter la société en charge de la distribution de l'eau, notamment la Camwater, Jean-Jémé Yetna et Château Vallonren. Ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Des robinets à sec au village Baré Soumtou, dans l'arrondissement de Konsamba 3e, département du Mungu, région du littoral.
Une pénurie d'eau qui dure près de 3 années déjà et n'inquiète aucun responsable en charge. Depuis pratiquement 2 ans, il n'y a pas d'eau. Nous n'avions pas d'eau et à chaque fois quand je viens là, le monsieur qui commande la SNER, il ne fait que me blâmer. Ah, c'est même plus qu'énervant. Vous voyez dans quelle situation nous trouvons dans Barré, surtout un village dans lequel l'eau est devenue, je peux dire que une perle rare. Donc pour la retrouver, vraiment, il faut faire beaucoup d'efforts et on ne sait même plus quand l'eau reviendra dans ce village. Donc d'ici, on peut parler de 3 ans sans eau et ça ne touche personne. Et malgré le manque criard de ce précieux liquide, curieusement, à Barré-Soumtou, ménages, établissements scolaires et autres centres de santé continuent de recevoir des factures d'eau chaque fin du mois pour soi-disant location ou entretien compteur. L'eau ne coule pas, on m'apporte la facture de 2500. J'ai pas c'est comment? L'eau ne coule pas, vous me donnez la facture de 2500, c'est pour faire quoi avec? J'ai dit au chef de salle que je ne paie plus. S'il veut, il envoie les gens porter le compteur. Mais on ne peut pas porter mon compteur parce que l'eau ne coule pas. Si l'eau coulait, je devais payer les agents chaque mois. Eux, ils m'ont donné la facture de 4 000 le mois passé. Je leur ai dit, moi je n'ai pas de l'eau pendant 2 ans et je donne l'eau la sort d'où? Pour avoir 4 000 francs de facture. Les gens ne font même pas le travail. Ils facturent seulement comme ça. On m'a dit de venir voir le numéro du compteur. Quand on entretient le compteur, on doit avoir de l'eau. L'eau, c'est la vie. Hein? Dans un grand lycée comme le lycée bilingue, où nous sommes à Barré-Soumtou, ils nous disent pas facture, entretien, compteur, ceci, cela, mais nous payons avec beaucoup de regrets. Et je peux dire beaucoup de désolation. Et entre-temps, c'est dans ce cours d'eau qui traverse le village que ces populations s'approvisionnent au quotidien, nonobstant les conséquences qui en découlent. Dites-nous alors, ainsi, le pays doit marcher comment? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est pour sauver la vie humaine. Dites-nous, regardez l'eau où les enfants partent du lycée pour venir puiser de l'eau. S'il les arrive un incident, qui sera responsable? Depuis 3 ans, l'eau ne coule pas ici chez nous. Comme je t'ai dit, maintenant, on passe seulement à la source pour puiser de l'eau. L'eau ne coule pas. Et cette eau-là, vous êtes convaincu qu'elle est de bonne qualité? Elle est de bonne qualité où? C'est la maladie qu'on fait sur nous. Elle est bonne où? Hein? Mais si on ne boit pas, on va le boire quoi? Si ce qu'on trouve, on boit seulement parce que nous avons manqué de l'eau en Barré-Soumtou au lycée bilingue. Rendu à la direction pour plus d'amples informations, les responsables en place nous ont imposé une fin de non-recevoir. Il menace même les gens au bureau. Il a même menacé le journaliste. Les entretiens compteurs me fait payer. Hier, il a refusé de prendre ma facture. J'ai remis ça à la caisse là-bas. Et la caissière me dit que j'ai encore une deuxième facture à payer. J'ai dit, je ne payerai jamais. Voilà, c'est ça. Je ne payerai jamais. Vous-même, vous avez suivi comment il vous a engueulé. Et si tu de venir porter mon compteur ici là, ça va être... Il vous a engueulé, non? Et depuis hier que j'ai appelé de venir enlever le compteur, il n'est pas venu. En attendant le retour de l'eau dans les robinets, les ménages font des pieds et des mains pour s'abreuver au quotidien. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Moi, en tant que président compteur de développement à Barré-Soumtou, je dis bien qu'il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Merci à vous, Jean-Jamais Yedna et Château-Vallon-Reine. Nous espérons que la situation va se rétablir du côté du village qui est situé donc dans le 3e arrondissement de Nkongsamba. La maxime est claire, l'eau c'est la vie. À 19h passées de 59 minutes, parlons éducation à présent. Examen 2020, les nouvelles sanctions tombent. Des enseignants ainsi qu'un élève ont été incarcérés à la prison centrale de Kondengui. Le récit des faits de leur arrestation avec vous, Patrick Ngoyan. La session 2020 du baccalauréat de l'enseignement général a été émaillée par la fuite des épreuves de physique, de sciences de la vie et de la terre et de chimie dans les séries C, D et technologie de l'information. Avant le passage de l'examen, ces épreuves avaient circulé sur les réseaux sociaux. Sur haute prescription du Premier ministre chef du gouvernement, les épreuves ainsi que relais ont été reprogrammées. Pour faire lumière sur l'affaire, le ministre des Enseignements secondaires avait alors mis sur pied une commission d'enquête administrative présidée par le secrétaire général du dit ministère en collaboration avec la direction de la police judiciaire, de la Commission nationale anticorruption CONAC et de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Le 17 août dernier, 7 responsables de l'Office du baccalauréat du Cameroun
avaient été mises en cause et 3 des 7 ont été suspendus pour négligence et complicité. Mais depuis quelques jours, l'on apprend aussi qu'un certain Gervais Kevin Noche, 18 ans, élève en classe de terminale au lycée de Baranté, serait incarcéré à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Il est accusé d'avoir partagé dans un groupe d'études une épreuve trouvée sur les réseaux sociaux. Cette affaire, qui est encore en instance auprès des juridictions compétentes, n'a pas fini de susciter émoi et consternation auprès de l'opinion publique. En politique, le président de la République, Paul Biya, a signé hier, mercredi 2 septembre 2020, un décret fixant donc le nombre de conseillers régionaux par catégorie. Priscille Messéné. Quel serait le nombre de conseillers régionaux à fournir pour chacun des 58 départements du Cameroun pour constituer les 90 conseillers régionaux prévus par région? La question préoccupait plusieurs leaders politiques ces dernières semaines. Et le décret présidentiel publié ce mercredi 2 septembre y apporte des clarifications précisant les conseillers régionaux prévus dans chaque département. Les départements n'ont pas tous le même nombre de conseillers régionaux, mais le total au niveau de chaque région donne 90 pour un total national de 900, donc 70 délégués départementaux et 20 représentants de commandement territorial, soit les chefferies traditionnelles. Le quota par département a été constitué en tenant compte de 2 principaux éléments, le nombre d'arrondissements et le poids démographique de chaque département. Le nombre de représentants du commandant territorial ayant été quant à lui constitué à partir du nombre des chefferies traditionnelles présentes dans chaque département. Pour rappel, les délégués départementaux seront élus par un collège électoral composé des conseillers municipaux, tandis que les représentants du commandement territorial seront élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels de premier, second et 3e degré autochtones. D'ailleurs, la désignation a été homologuée. Les chefs traditionnels justifiant de la qualité de conseiller municipal ne pourront qu'exprimer leur suffrage que dans un seul collège électoral. La loi prévoit aussi la convocation du collège électoral par le président de la République 45 jours avant la date du scrutin. Un autre texte signé par Paul Biya ce 2 septembre fixe les indemnités des membres du collège électoral participant à l'élection des conseillers régionaux. Les élections régionales attendues cette année 2020 au Cameroun seront les premières du genre dans le pays. Elles sont censées parachever le processus de décentralisation. Et donc, dans le cadre de ces élections régionales qui sont annoncées avec ce décret du chef de l'État, Paul Biya, on signale que les acteurs du processus électoral se sont concertés dans la ville de Douala ce jeudi 3 septembre 2020 autour du conseil électoral. C'était bien sûr en présence de nos reporters Jean-Jean Yetna et Raoul Ouattat. Au centre de cette concertation entre le membre du conseil électoral et les autres acteurs du processus électoral de la ville de Douala, 4 points importants, à savoir le volume et l'importance de la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées, l'étendue des responsabilités des élus régionaux, de devoirs qui incombent les grands électeurs que sont les conseillers municipaux et l'idéologie de chaque parti politique. Nous avons voulu voir le volume de cette loi-là, 501 articles très importants, et puis cette loi donne transfert des responsabilités très importantes au niveau des régions. Nous avons lu ces responsabilités-là, et puis nous avons parlé de les grands électeurs qui doit savoir ce qu'il a à faire. Il n'est pas lié du tout, absolument, d'après nous, à la décision du parti. Il doit chercher l'intérêt de la région et choisir les hommes et les femmes qui sont chargés de diriger, de mener la région. Et enfin, nous avons dit que les partis politiques doivent avoir un intérêt, une idéologie et qui permette aux partis d'être distingués les uns des autres. Dans la perspective des élections régionales qui sont annoncées à grands pas et dont l'issue donnera à la décentralisation tant souhaitée, le rôle de chaque partie prenante
à ce scrutin a été bien définie au cours de cet échange de ce jeudi 3 septembre 2020 entre le professeur Pierre Titi-Noël, membre du conseil électoral en charge de la région du littoral, les hommes politiques ainsi que les chefs traditionnels. Nous parlons à nos frères de l'intérêt, de l'importance des élections qui arrivent, puisque c'est l'implémentation de la décentralisation qui ramène le pouvoir qui était loin de nous, qui nous le ramène. Donc c'est très important, c'est pour ça que nous sensibilisons nos citoyens. Je pense que les chefs traditionnels vont seulement les enrouler dans les problèmes nationaux, les problèmes du développement, le problème de la gouvernance, le problème de la démocratie. Ils ne vont pas rester limités à la coutume, ce que nos ancêtres faisaient. Ils sont là aussi pour voir ce qui se fait aujourd'hui. L'administration est là pour éviter que la région ne déclare son indépendance. L'administration est là pour voir que la région fait ce que l'État demande. Il y a un lien entre le gouvernement régional et le gouvernement de l'État. Et au bout du compte, le vœu d'un espace pour la campagne électorale où chaque parti politique en lice présentera aux grands électeurs son projet de gouvernement régional adossé sur les besoins des fils et filles de la région concernée. Et au sortir de cette concertation entre le membre du conseil électoral et les autres acteurs du processus électoral, certains hommes politiques se sont exprimés au micro de nos reporters. Il s'agit respectivement de Cyril Sambaka de l'UDC, du président Anissé Chekane du Manidem et du président du nouveau mouvement populaire. Il s'agit de Bandakani. Au micro de Jean-Jamais Yedna et Raoul Ouattat une fois de plus. Il faut déjà entrevoir des conflits. Parce que les conflits avec les communes n'ont pas fini, avec les régions, nous anticipons pour dire que les chefs traditionnels devraient avoir une chambre de chefferie traditionnelle. Et ça s'explique du fait qu'on a des sénateurs des régions. C'est eux, les chefs traditionnels, qui doivent vérifier que la loi répond à nos us et coutumes. Et les sénateurs doivent traduire cela au Parlement. Donc je crois que si on suit la logique des choses, nous devons éviter que les chefs traditionnels se retrouvent mélangés avec les politiques parce qu'ils seront obligés de choisir. Nous ne sommes plus un parti unique, c'est ce que nous disons. Donc en réalité, cette loi qui est encore vague suscite beaucoup d'espoir. Nous essayons tout simplement de dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour clarifier déjà les choses. Bon, il y a quand même des critères. La loi dit que chaque circonscription doit avoir un représentant. Donc il y avait déjà la considération légale. Puis après, je crois qu'il y a eu des critères démographiques, en réalité. Mais la question aujourd'hui, elle est un peu en retard parce qu'elle aurait dû être posée au préalable. Ouais, de notre point de vue, on précipite un peu cette décentralisation. On la précipite dans la mise en place des organes parce que on court un peu après la pression des organisations ou des partenaires étrangers. Mais je crois qu'il y a des fondamentaux qui ne sont pas encore suffisamment apprêtés pour vraiment faire la décentralisation. Par exemple, on n'a pas défini de façon explicite le rapport entre la tutelle de l'État et l'exécutif régional. Il y a beaucoup de flou et je pense que cela devait être arrêté une fois pour toutes pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand on voit tous les désagréments qui existent actuellement, tous les sous-préfets, les préfets, les exécutifs communaux, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à éclaircir. C'est une loi réglementaire qui vient clarifier les choses. Donc chaque région sait à quoi elle a droit. Donc ce n'est pas un événement particulier. Le président a fait son travail, il était obligé de le faire. Il faudra changer la loi pour adapter le découpage en fonction, n'est-ce pas, de ses orientations politiques. Mais ça, c'est autre chose. C'est un découpage qui est conforme à la loi. Donc, je ne suis pas surpris, je n'attendais rien d'autre.
Voilà. L'élément important, c'est que là, il est clair qu'on est déjà entré dans la dynamique des élections régionales. C'est cela qui est le plus important. D'autant plus qu'il y a des voix politiques qui interdisent au Cameroun d'avoir les élections régionales. Se préparer aux fortes précipitations telles qu'annoncées par l'Observatoire national des changements climatiques. Tel est l'objectif d'une campagne organisée dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun. Initiative du maire de la ville qui vise donc à lutter efficacement contre ces pluies diluviennes qui pourraient donc causer des inondations. Frédéric Moutomé et Seydou Fonzier. La ville de Garoua, chef de la région du nord du Cameroun, n'échappe pas à l'incivisme des populations au quotidien. Le constat est celui du premier magistrat municipal qui reconnaît que ces mauvaises habitudes, qui ont malheureusement la peau dure, sont souvent à l'origine de la montée des eaux, mais également des inondations en période de pluie, comme c'est le cas depuis quelques jours. Surtout le drain qui part du Kansik pour se déverser dans la Benue. Souvent il est bouché et lorsqu'il pleut, les eaux poussent tous les déchets au niveau de la Benue, au niveau de la mouchure de la Benue. Et lorsque les eaux qui arrivent en amont de l'amont arrivent à ce niveau, sont bouchées, ces eaux reviennent dans les quartiers de l'Opéré, de l'Iré, etc. et ça crée des inondations. Les villes de Douala et Maroua, où l'incivisme est criard, ont fortement subi la pression des inondations. Les prochains jours vont être particulièrement arrosés au Cameroun. L'alerte a d'ailleurs été donnée il y a quelques semaines par l'Observatoire national des changements climatiques. Les autorités gouvernementales, notamment le ministre de la décentralisation et du développement local, ont tiré la sonnette d'alarme et prescrit des actions rapides et efficaces à mettre en œuvre par les collectivités territoriales décentralisées afin de faire face à ces fortes précipitations annoncées avec son corollaire, les inondations. Dans la ville de Garoua, on dénombre plusieurs quartiers identifiés comme ayant à leur sein des zones à risque. Et pour l'occasion, la municipalité de Garoua n'entend pas rester les bras croisés. Le maire de la ville de Garoua, le docteur Ousmaïla Mohamedou, à titre préventif, a initié des actions sur le terrain pour éviter de graves sinistres dans sa localité. Ici à Garoua, nous avons anticipé ces actions. C'était déjà dès le début du mois de juillet. J'ai lancé une opération appelée Garoua Ville Propre, pendant laquelle, n'est-ce pas, j'ai recruté 170 jeunes pour nettoyer, n'est-ce pas, les caniveaux et les drains dans les grands axes, dans toute la ville. Au niveau de ces différents chantiers, les précautions sont prises pour que les eaux circulent normalement par les entrepreneurs, par les entreprises qui mettent en œuvre ces chantiers. Et là où les drains et les caniveaux, où ce n'est pas un chantier, c'est l'opération que j'ai menée, comme je disais tantôt, c'est-à-dire le curage de ces caniveaux et de ces drains. Vous allez constater que les principaux drains de la ville aujourd'hui sont tous nettoyés. Et au moment où la pluie continue de dicter sa loi, avec son corollaire les inondations qui causent d'énormes dégâts matériels et parfois humains au sein de la population, Garoua se donne les moyens d'y faire véritablement face. Et pour cela, au-delà des actions menées par la municipalité, il est aussi question pour les populations de mettre la main à la pâte pour une ville belle et où il fait bon vivre. L'actualité internationale nous conduira tour à tour en Éthiopie et en Côte d'Ivoire, à barrage de la Renaissance, suspension d'une aide à la sécurité en Éthiopie. Africa 24.
L'Éthiopie reste en attente de la réponse des États-Unis sur une probable suspension d'une aide de 130 millions de dollars. C'est à travers son compte Twitter que Fitsu Mariga, ambassadeur éthiopien aux États-Unis, a exprimé son inquiétude. Si elle est confirmée, cette sanction serait la conséquence de l'échec des pourparlers entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan sur le remplissage du barrage éthiopien de la Renaissance. Et étant une question économique, les trois pays devraient discuter de la façon optimale de la collaboration. L'implication des États-Unis est un peu contre-productive et du fait des égos des pays risque de compliquer un problème qui pourrait se régler facilement par les trois belligérants. La dernière rencontre des autorités des trois pays qui s'est tenue le 28 août a débouché sur une nouvelle impasse. L'Égypte et le Soudan insistent pour que des accords contraignants soient conclus sur la durée de remplissage du barrage afin de garantir leur accès à l'eau du Nil. L'Éthiopie, de son côté, a hâte de fournir de l'électricité à tous ses 115 millions d'habitants. Je pense que la solution devrait provenir plutôt d'un cadre de concertation tel que le COMESA ou l'association des pays de la région qui permettrait de faire passer les points de vue et régler le problème économique de façon économique et non régler le problème économique sous la pression des sanctions politiques, sous la pression des sanctions d'aide au développement. Mêler les deux serait un peu incestueux. Jusqu'ici, les États-Unis qui participent aux négociations n'ont pas encore réagi à la demande du diplomate éthiopien. L'aide financière dont il est question était principalement dédiée au programme de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la traite des êtres humains en Éthiopie. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 31 octobre prochain. L'occasion pour les activistes féminines de monter au créneau pour interpeller les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, à se calmer et surtout à passer un scrutin dans la paix et dans la concorde. Seule femme en Côte d'Ivoire titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, ancienne ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, Euphrasie Kwasi Yao a à son actif 30 ans de lutte pour l'émancipation des femmes. Elle a reçu une vingtaine de distinctions nationales, continentales et mondiales dans sa carrière. L'égalité de genre sera sur le bon chemin quand tout le monde va comprendre ce que cette approche peut apporter à l'Afrique et au monde. Parce que tout le monde ne le connaît pas actuellement. Donc je vous ai dit, c'est un défi. L'égalité de genre sera sur le bon chemin quand nos différents décideurs vont s'approprier les projets modèles pour que ces projets profitent à toute la population, sans exclusion. À 25 ans, Mégane Lorraine Beau est une figure sûre de la nouvelle génération de militantes pour l'émancipation des femmes. Elle dirige depuis novembre 2019 la Ligue ivoirienne des droits des femmes qui compte 194 membres dans le monde. Formation, sensibilisation, dénonciation sont autant d'activités que mène cette militante engagée, bénéficiaire en 2019 du prix de la princesse Diana en Angleterre. Il y a plein de femmes qui se lèvent aujourd'hui pour porter la cause de la femme partout dans le monde entier, partout en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Et il faut déjà montrer ces femmes-là comme exemple, les prendre comme rôle modèle et demander à ces jeunes filles d'essayer de ne pas se laisser emporter par le moule de la société où on veut leur donner une place qui n'est pas la leur. Il faut qu'elles se lèvent, qu'elles prennent leur destin en main parce que l'Afrique de demain, c'est les jeunes, mais l'Afrique de demain aussi, c'est les femmes qui vont prendre le pouvoir. En rappel, Pulchéri Balé, très engagée surtout pour les causes féminines, a été arrêtée en août 2020. Elle dénonce un troisième mandat du président Ouattara et a appelé à une marche de contestation. Et c'est la fin de ce 19h45 édition de ce jeudi 3 septembre 2020. Merci infiniment à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la meilleure chaîne de télévision, LTM.